chemin à bicyclette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Bicyclette, le podcast itinérant qui s'intéresse aux startups qui roulent. Pour clore cette troisième saison de La Bicyclette, nous vous proposons de vous pencher sur le sujet de la low-tech. La low-tech apparaît de plus en plus stratégique, incontournable ces temps-ci, alors que l'on observe des usages parfois inconsidérés de produits technologiques, des consommations parfois non maîtrisées de sujets énergétiques. Et justement, pour débuter cette série d'interviews low-tech, je vous propose d'aller à la rencontre de Julien Tchernia, qui est cofondateur de Équateur. Équateur se présente comme un commerçant d'énergie verte. Il nous a donc semblé naturel de commencer cette séquence low-tech par un acteur qui disrupte le secteur de l'énergie, Équateur, une start-up qui s'attaque au plus grand. C'est parti. Salut Julien Tchernia. Bonjour. Merci d'accueillir La Bicyclette ici au siège d'Équateur. Alors on n'est pas en Amazonie, on n'est pas au milieu de la Terre, on est bien basé à Paris, dans le 9e arrondissement. 9e arrondissement, oui, tout à fait. Bah, écoute, bienvenue. Merci d'être là pour un vendredi soir, en plein confinement, donc avec tous les gestes barrières, et c'est pas simple. C'est pas simple, je remets mon masque. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste que on vit dans un moment difficile et ça fait toujours plaisir de recevoir un peu d'autres gens. J'ai plus l'habitude de voir des gens qui ne sont pas dans la boîte en ce moment et ça fait vraiment du bien. Ça paraît bête, mais ça fait du bien. C'est sympa de le dire ça parlera aussi à nos auditeurs. On va parler de low-tech avec toi, donc la tech on va dire maligne, la tech qui ne consomme pas trop d'électricité et ça tombe bien parce qu'en fait l'électricité c'est vraiment ton sujet. T'es un mec passionné. Merci. Ta carrière est passionnante. Alors je précise rapidement, donc tu as 49 ans, ça situe un peu le tableau. Et tu as une formation d'ingénieur télécom. Tu as travaillé en tant qu'ingénieur dans de très grandes compagnies un peu partout en Europe. Je vais les citer rapidement, mais alors c'est dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, puisque tu as commencé chez Thales pour ensuite rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Altran à Bruxelles, Altran en Italie, Alten en Italie, et en gros, tu es redresseur de filiales. Toi, ton job, c'est de prendre ce qui marche moyen et de faire que ça marche bien. Pas au début, ouais. J'ai appris à l'être, oui, mais après, je l'ai fait. Ouais. Si tu veux rajouter sur l'international, j'ai fait 1 an et demi en Pologne aussi, et j'ai fait 2 ans et demi à Mâcon. C'est pas l'international, mais c'est quand même loin de tout. Ouais. Et alors, l'Italie, Rome, tout ça, là, c'est la grande vie parce que gros succès professionnel, les moyens financiers qui vont avec derrière, le beau cabriolet, les soirées, et puis un jour un peu déclic, tu te dis où va le monde, où je vais dans ce monde. C'est ça, c'est exactement ça. Italia, il bel paese e mi piace tanto, donc il fait beau, on est tranquille, tout est merveilleux. Des discussions avec des amis où on se rend compte que le monde ne va pas nécessairement dans la bonne direction, avec des premiers sacrifices, ne plus laisser le robinet d'eau ouvert quand on se lave les dents. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ça va nulle part. En fait, c'est pas en motivant tout le monde à arrêter de laisser le robinet ouvert pendant qu'on se lave les dents qu'on évitera le futur noir qu'on s'est imaginé dans nos soirées arrosées. Voilà, je ne voulais pas utiliser ce mot, mais bon, dans nos soirées arrosées. Et donc j'ai dit, il faut que je crée une boîte dans l'énergie. Alors, créer une boîte parce que j'avais envie. Parce que comme tu dis, j'en avais redressé plusieurs et donc j'avais envie de créer la mienne. Ouais. Et puis dans l'énergie pour ça. Et donc, comme je retardais toujours cette décision et que ce n'est pas trop mon habitude, je me suis dit, si tu ne le fais pas, c'est qu'il te manque quelque chose. Et c'est là où j'ai dit, je vais d'abord faire un master pour me former dans ce secteur. Et donc, j'ai démissionné de tout ce modèle de success story mondial du monde du business pour vendre mon cabrio, prendre une petite chambre d'étudiant et redémarrer aux mines de Paris, dans la filiale, dans les locaux à Sophia Antipolis pour un master en énergie pendant 1 an. Master en énergie pendant. Alors, pas très loin d'Aix, Sophia Antipolis. Je précise que tu es aixois. Oui, je suis aixois. C'est quelque chose auquel tu tiens. Alors, c'est bien de le préciser parce que tu n'as pas tellement l'accent. Non, mais je l'ai un peu perdu, puis je l'ai encore. Et il se moque ici quand je dis jaune ou rose. Et mes filles, maintenant, c'est la honte de ma vie. Enfin, non, c'est pas la honte de ma vie. Mes filles sont l'amour de ma vie, mais elles sont parisiennes nées à Paris. Et donc, même elles ne comprennent pas que je soutienne l'OM.
Mais oui, moi j'avais fait toute ma vie dans 1,5 km de rayon, Ouais. depuis la crèche. Et quand tu es ingénieur, après tu as une école, et je me suis retrouvé à Brest du jour au lendemain. Et donc c'est là où ma vie est basculée. J'ai tourné partout, mais je garde un amour inconditionnel pour ma ville natale. Voilà, la petite parenthèse était faite, on y tenait. Alors, revenons sur le sujet de l'énergie qui nous intéresse, donc les mines Paris à Sophie Antipolis. Et là, tu te spécialises sur un sujet qui est assez technique, l'optimisation des systèmes énergétiques. En 2 mots, ça veut dire quoi? En 2 mots, le master disait je vais vous apprendre le système énergétique, c'est-à-dire finalement l'organisation du monde de l'énergie. Et ça partait depuis la géopolitique de l'énergie, l'économie de l'énergie, jusqu'aux modèles qui permettent de prévoir est-ce que c'est mieux pour le futur de construire, de mettre des taxes pour construire un peu plus de panneaux solaires, un peu moins, un peu plus de nucléaire, un peu moins, etc. etc. Donc c'était une vision globale du monde de l'énergie avec des intervenants passionnants. Des gens qui avaient participé aux négociations de Kyoto, des gens, enfin, c'était un super master que je conseille à tout le monde. Alors là, on est en 2008, tu es diplômé et tu dis, bon voilà, j'avais fait ce master pour créer ma boîte, je crée ma boîte, mais 2008, crack, crise financière, Lehman Brothers, c'est pas le bon moment de lever des fonds pour créer sa boutique. Et du coup, tu retournes dans tes premiers amours professionnels, dans la reprise et le reboostage de filiales pour la filiale d'un groupe italien à Paris. Ensuite, la filiale parisienne d'un groupe belge. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais ce n'est pas hyper évident. Mais en tout cas, on reste quand même très international dans l'Europe, dans les télécoms. Et qu'est-ce qui se passe en 2015? Donc en 2015, on crée Équateur. Donc en fait, la deuxième partie, ce que tu as dit, c'était la reprise de la filiale française d'un groupe belge. C'était dans l'énergie. Donc j'ai fini par retrouver l'énergie et où j'ai rencontré mon associé que j'avais recruté à l'époque. Qui s'appelle? Qui s'appelle Jonathan Martelly. Et donc ensemble, on a très très bien bossé dans cette filiale. Et il y a un moment, on s'est dit, on va le faire tout seul. Et donc on a tout quitté en juillet 2015. Et en septembre 2015, on s'est mis dans ma chambre de bonne et on a démarré Équateur. Et donc là, on a dit, on va faire une boîte dont la raison d'être est de faciliter la transition énergétique. Et on va faire ce qu'on sait faire, c'est vendre de l'énergie verte. Donc toi, tu te considères comme un commerçant. C'est très important, ce mot commerçant. Tu y tiens beaucoup, puisque le business model d'Équateur, j'ai essayé de le résumer très simplement avec mes mots, tu me corrigeras si besoin, mais en gros, c'est faire de l'achat-revente d'énergie verte au bénéfice de particuliers comme de professionnels. C'est ça, c'est la base du business, c'est très bien résumé. Donc on est concurrent d'EDF, d'Engie sur le segment des particuliers. En plus de l'achat-revente d'énergie verte, donc achat en gros, vente au détail, comme un vendeur de tomates qui achète des tomates et qui revend des tomates, on a aussi des services. Et donc, c'est-à-dire qu'on vend aussi des panneaux solaires, on vend aussi des thermostats, des systèmes d'effacement, donc c'est assez technique. Et des bûches. Et des bûches et du gaz. Et donc on vend tout type d'énergie renouvelable parce que ça c'est l'intérêt de notre modèle. On n'est pas producteur. On imagine bien que si je suis producteur d'électricité, j'ai pas envie que le client mette un panneau solaire ou qu'il se chauffe avec sa cheminée. C'est pas mon intérêt. Nous on s'en fiche. Ce qui compte c'est qu'on lui vende de l'énergie renouvelable sous la forme qui lui convient le mieux. Et donc, c'est la versatilité et c'est laisser le choix au client. Alors pour toi, tout est énergie, on y reviendra tout à l'heure. C'est assez intéressant comme vision des choses. Simplement sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, on parle de low-tech. On aurait pu croire, a priori, qu'on allait parler de green tech. Ça fait partie du mix, ça fait partie du business. Mais la dimension de low-tech est importante pour vous. Il y a 2 éléments qui l'illustre bien, tu en as parlé, c'est le panneau solaire. Donc apprendre à ses clients à se passer de la matière première que l'on vend. Donc là, on rentre quand même dans la logique low-tech, désaccélération des modes de consommation, prise de conscience aussi de la valeur des choses. De la valeur des choses à petite échelle pour que, voilà, chemin faisant, les idées fassent leur chemin. Donc là, on est sur la low-tech. Je vais revenir aussi sur la dimension relation commerciale, en particulier le service client, qui là aussi est quelque chose de très important chez vous. C'est un peu un élément fort de votre ADN, puisque je précise qu'il y a 2
centre de relations clients. Tu as Amiens et l'autre, j'ai oublié. Il y en a 3 maintenant, Il y en a 3. c'est pour ça parce que le 3e ouvre maintenant. Donc Le Mans, Reims et Amiens. La spécificité, c'est que ce sont des compétences de relations clients, des téléconseillers, qui sont compétences externalisées, Oui. donc avec la souplesse qu'on peut imaginer. Mais la spécificité, c'est que vos équipes Équateur en charge des sujets de la relation client sont sur place sur chacun des sites, de sorte à vraiment être au contact des conseillers, des téléconseillers, et de partager la culture d'entreprise, les bonnes pratiques, tout ça dans un climat, finalement, on ne sait plus si on est chez Équateur ou pas chez Équateur, peu importe, on est ensemble. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée, et derrière, il faut ajouter pas de script, pas de bot. Alors, pas de bot, voilà. Là aussi, je fais le petit parallèle low-tech. Voilà. Mais parce que on peut le présenter de différentes manières, mais quand j'ai un problème avec mon opérateur téléphonique et que je dois l'appeler, je sais que c'est mort. Je sais même pendant que je tape le numéro de téléphone, je me dis ça va rater parce que soit j'ai un robot, soit j'ai quelqu'un à qui on a donné un script et finalement à qui on a donné le rôle d'un robot. Et donc j'ai rien en fait. Et souvent il ne sait même pas résoudre mon problème. Et ça, c'est insupportable. Et alors pourquoi on devrait imposer à nos clients ça ? Et donc ça veut dire qu'il faut vivre avec des gens et pas avec des robots. Tiens, on peut parler d'intelligence artificielle aussi et de consommation énergétique, Ah bah oui. si ça t'intéresse. Parlons-en. Je te fais juste un parallèle. Une question que je n'ai jamais vu poser. On dit que Deep Blue a gagné contre le champion du monde de Go, ou je sais pas quel Et ordinateur. les échecs, c'était Kasparov, c'est Deep Blue, c'était IBM, je crois. Ouais, Deep Blue, IBM. Alors, c'est Google qui a gagné au Go contre le truc. Enfin bon, tu mets 5 serveurs informatiques qui tournent à fond et ils battent le champion du monde de Go ou des échecs. Sauf que le champion du monde de Go ou des échecs, il a bouffé un sandwich. Lui. L'autre, il a 5 serveurs à 1 kW chacun, ça fait 5 kW. 5 kW, il faut beaucoup de sandwich. Hein. Donc, c'est complètement démesuré en fait. Tu ne peux pas comparer la victoire de quelqu'un qui a un couteau face à quelqu'un qui utilise une bombe. Quand je vous disais que pour Julien, tout est énergie. Mais oui, non, mais c'est ça. Et donc, oui, super. Un jour, l'IA va nous tuer. Mais non, mais d'où ? Il faut d'abord trouver le système de stockage de batterie génial de Terminator ou de Iron Man. Mais sauf que ça n'existe pas. Et le volume d'énergie qu'utilise Terminator ou Iron Man, c'est plusieurs centrales nucléaires en permanence. Donc, le robot, l'intelligence artificielle, se nourrit d'une énergie pas chère, et qui a par contre, encore beaucoup maintenant, un coût en CO2 qui est très élevé, ou un coût en déchets de toute manière. Et donc, penser que l'IA pourra nous remplacer au quotidien, c'est considérer que quoi qu'il arrive, on aura une abondance énergétique permanente et qu'elle n'aura pas de conséquences sur notre environnement. Ça n'arrivera pas en fait, ça. Parce qu'on dit le robot il se fatigue jamais, mais c'est pas vrai. Hein. Moi j'ai une voiture télécommandée chez moi, quand il n'y a plus de piles, elle ne bouge plus. Hein. Bon, c'est comme nous quand on mange, il faut remettre des piles. Et les piles c'est plus cher que le sandwich, c'est pareil. Alors, tu J'ai fait une digression, excuse-moi. Mais c'est super intéressant. Non, mais c'est là où on sent que tu es quelqu'un de passionné par le sujet de l'énergie. Et en préparant l'émission, il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, plusieurs choses, mais une en particulier, c'est que tu me disais qu'à une certaine époque de l'humanité, 100% de l'énergie était renouvelable. Est-ce que tu peux revenir sur ce point pour nos auditeurs ? Ouais, c'est une question que je pose dans la formation qu'on fait en intégrant les nouveaux employés d'Équateur, et je leur dis est-ce que vous savez s'il y a déjà un modèle 100% renouvelable qui a tourné sur Terre ? Et tout le monde me dit bah non, ou bien peut-être il y a eu un test dans tel village aux États-Unis. Non, le monde a été 100% renouvelable jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où on utilisait comme source d'énergie l'énergie musculaire, les hommes, les chevaux, les bœufs principalement, et le bois de chauffage pour se chauffer. Et donc, à partir du moment où vous ne faites pas de déforestation, vous êtes sur du renouvelable avec le bois. Et derrière, je crois que la moitié des cultures agricoles étaient faites pour l'avoine, donc pour nourrir les bêtes. Donc, c'était je vais prendre le soleil qui va faire pousser l'avoine, qui va nourrir le cheval, qui va tirer la charrette. Hein. Et donc, on est sur de l'énergie solaire quelque part. Et c'était parfaitement renouvelable. Donc, ça, c'est le monde dont on rêve tous, nous. Les gens qui veulent un monde 100%, qui n'épuise pas les ressources. Le gros défaut, c'est que l'énergie coûtait 1000 à 2000 fois plus cher en fait. Si on fait le calcul et qu'on compare,
Et donc, beaucoup de choses n'étaient pas possibles. Et par exemple, voyager loin, ce n'était pas possible. La santé, l'allongement de la durée de la vie, tout notre confort moderne, la communication. Aujourd'hui, là, on est en train de consommer de l'énergie. Les gens vont écouter nos voix à travers leur système qui consomme de l'énergie. Et tout ça, si on imagine qu'à la place d'une pile, il fallait, je ne sais pas, un cheval en train de faire tourner une roue, il en faudrait beaucoup des chevaux pour pouvoir écouter le podcast. On aurait moins d'auditeurs, peut-être, en tout cas, ils seront peut-être plus dans le Perche qu'à Paris. Mais d'ailleurs, si vous êtes dans le Perche, on vous salue. Ok. La performance, la réussite commerciale d'Équateur se mesure en nombre de compteurs. Oui. Mais pas des compteurs installés. Non. Alors, comprenons ça, parce que pour moi, en gros, si je souscris à l'offre d'Équateur pour mon compteur électrique et ou mon compteur à gaz, parce que les deux sont possibles, je vais imaginer l'arrivée d'un technicien chez moi qui va me changer mon compteur et tout. C'est pas du tout ça, en fait. Le compteur, il bouge pas. C'est pas du tout ça. Le compteur, en fait, il appartient à Enedis pour l'électricité, à GRDF pour le gaz. Et ça reste le réseau et le compteur reste un service public et reste la propriété du réseau. Il n'y a qu'un seul réseau en France qui est un service public et c'est le même prix, le même service pour tout le monde. Il y a un catalogue. Et donc, quand un client vient chez nous, quand tu viendras chez nous, ce que je nous souhaite, on va simplement dire allô GRDF, Étienne, maintenant son compteur c'est le 10-10-10, maintenant il est chez Équateur, voilà le contrat qui a été signé. Et là, la seule chose qui va se passer physiquement, enfin même il ne va rien se passer physiquement, la seule chose qui va se passer c'est que dans leur base de données, ils vont dire que l'énergie que tu consommes, elle est maintenant de notre ressort et plus de ton ressort. Et que c'est à nous qui vont envoyer les factures pour l'énergie que tu consommes pour le réseau. Et après, c'est à charge à nous d'aller récolter l'argent auprès de toi avec les offres qu'on t'a proposées. Parfaitement clair. Et donc, c'est finalement, nous, ce qu'on offre, c'est une traçabilité financière. La chaîne physique de l'énergie, elle, ne change jamais. Et je rappelle évidemment que toutes les énergies auxquelles je pourrais avoir accès en souscrivant un contrat Équateur sont d'origine renouvelable. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de très important. Évidemment, tu l'avais déjà précisé. Alors, juste en termes de chiffres, rapidement, qu'on ait une idée un petit peu de l'ampleur du phénomène Équateur, parce que je pense qu'on peut parler d'un phénomène Équateur. 2016, on va dire début de la vente, donc 0 compteur. 2021, aujourd'hui, 292 000 compteurs. C'est ça. Ce qui représente un chiffre d'affaires 2020 de 150 millions d'euros. C'est ça. Pour une équipe composée de 70 personnes environ et il faut compter aussi les personnes au service client qui sont environ 80. D'accord, donc ça fait une superbe réussite entrepreneuriale, humaine, on l'a compris, et commerciale, bien qu'on puisse imaginer que les niveaux de marge dans ce secteur-là ne sont pas forcément aussi importants que dans d'autres secteurs. On est sur de l'achat-revente, donc on est des commerçants, donc comme la grande distribution, on a des marges très faibles, et ça se fait sur le volume. Et on a encore un peu de place parce qu'il y a 40 millions de compteurs en tout, tu vois, ça me laisse un peu d'espace à aller de part de marché à piquer à mes concurrents historiques bien connus. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Équateur ? Ce que je nous souhaite, c'est d'abord de continuer une croissance avec des clients fiers et heureux, puisque c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est quand on reçoit des mails où les gens sont contents, c'est quand... voilà, c'est très, pour un entrepreneur, arriver dans un magasin, par hasard, vous parlez d'Équateur avec le patron parce qu'il vous connaît, et un client à côté qui dit « Ah, mais Équateur, je connais, c'est mon fournisseur », ou bien là, une candidate qui dit « Ah, vous m'appelez, j'étais en train de faire souscrire ma sœur ». Et ça, c'est beau. Donc ça, moi, je me le souhaite à moi parce que c'est vraiment un plaisir. Et que nos clients soient toujours aussi contents, ça, c'est pour nous. Et qu'on arrive à leur trouver des solutions pour optimiser leur consommation énergétique et des solutions simples, des trucs pas compliqués. Voilà, on a parlé du panneau solaire, d'autres choses, c'est-à-dire un moyen de reprendre le contrôle sur l'énergie, qui est un sujet qui, dans tous les pays, a été un peu confisqué, il nous est présenté comme compliqué, et puis c'est ça, et puis on vous explique rien, et vous inquiétez pas, on fait tout bien. Eh bien, nous, on pense que c'est pas si compliqué que ça. Les gens peuvent comprendre une fois qu'on leur explique, et à partir de là, ils peuvent choisir. Et c'est important de choisir. En tout cas, ça a été très bien expliqué dans le cadre de cet entretien. Julien, pour le clore cet entretien, je serais intéressé de savoir quel serait le conseil
que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? C'est pas une question évidente, parce qu'il n'y en a pas forcément un, mais celui qui te vient spontanément à l'esprit, c'est lequel? J'en dis qu'un. Bon, alors, d'abord, la combativité. Voilà, ça c'est le premier. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que ça ne sera pas simple. Et vous l'avez déjà entendu 20 fois, chers auditeurs, et ben ça fera 21. Si vous n'avez pas... et donc la question qu'on peut se poser derrière ça, c'est qu'est-ce qui va me donner l'énergie, j'en reviens toujours là-dessus, mais pour être combatif. Alors c'est quoi? Et donc pour moi, c'est qu'il faut un rêve. En tous les cas, pour moi, c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai un rêve d'une société ou d'un impact ou d'une manière d'une société donc mondiale, d'un impact de mon travail sur cette société, comment je voudrais qu'une entreprise soit, de la faire aussi belle. Tu as dit que tu aimais bien la déco, c'est une projection mentale de l'idée que je m'en faisais il y a 10 ans. Et donc en gardant ces rêves, on trouve l'énergie nécessaire à être suffisamment combatif pour pouvoir arriver au bout. Ça, c'est le premier conseil. Et le conseil très très opérationnel, c'est n'oubliez jamais de vendre. Je vois trop de startups qui viennent nous voir et qui ont un super produit, qui ne se sont même jamais posé la question de comment ils allaient le vendre. Et donc, si vous n'avez pas prévu de le vendre, même si c'est bien, il ne se passera rien, quoi. Voilà. Merci Julien Tchernia d'avoir reçu la bicyclette ce soir, ici au siège d'Équateur. C'est un plaisir d'échanger sur ces sujets passionnants. Merci à vous et très bonne soirée. À bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.